Sylvain Tesson nous reçoit dans son appartement parisien. Ici, bien à l'abri de l'agitation de Saint-Germain-des-Prés, le calme règne. Ah, mais c'est Candice. Vous êtes rue Saint-Séverin, chez moi, devant la Sorbonne et l'église Saint-Séverin, plein sud. Qu'est-ce qu'on trouve à part des livres chez Sylvain Tesson ? J'ai un petit hôtel Larère. Vous voyez ce que c'est? C'était les hôtels que les Romains dans l'Antiquité se créaient chez eux, avec des objets qui appartenaient à leur mémoire, à leurs souvenirs, à leur vie, à ce à quoi ils étaient attachés. Alors j'ai quelques bustes de grands hommes que j'admire. Il y a Victor Hugo ici que vous reconnaissez, il y a Chateaubriand, il y a l'Empereur. Et puis il y a quelques têtes de mort un peu partout. J'en ai même au doigt, vous voyez. Alors de temps en temps je les mets. Comme ça elles me surveillent. Moi j'écris sur mon bureau, sous le regard attentif des têtes de mort. C'est pas du tout morbide, c'est pour me rappeler qu'il faut se dépêcher de vivre parce que tout ça est assez éphémère et rapide. J'ai mes parents que j'ai perdus, vous voyez, mon père qui est ici, le jeu de la liberté, Philippe Tesson, ma mère, le docteur Marie-Claude Tesson-Millet qui est là, que j'avais emmené grimper Notre-Dame il y a 30 ans, vous voyez, la voilà qui est dans l'escalier de la flèche de Notre-Dame. J'ai la chouette, c'est Athéna bien entendu, qui me regarde avec son regard attentif, qui se souvient de tout. Et puis là, vous voyez, j'ai une curiosité, c'est un morceau de gypse, c'est une pierre géologique, qui représente une forme de relief que j'aime beaucoup, qui est l'aiguille maritime, le pilier de la mer, le stack, comme disent les Anglais, c'est-à-dire l'espèce d'aiguille magique que de temps en temps on devine au large de nos côtes. C'est l'objet de votre nouveau livre. On va en parler. On s'installe ? Pas d'objet technologique dans son intérieur. L'homme se veut ascète et n'aime rien tant que partir à l'assaut de paysages époustouflants et parfois hostiles. Il le raconte dans son nouveau livre Les piliers de la mer, publié chez Albin Michel. Un peu misanthrope comme il le revendique, l'écrivain a toutefois accepté de se confier à propos de ce jour où sa vie a basculé. Alors Sylvain Tesson, racontez-nous cette chute du toit d'un chalet à Chamonix. C'était en 2014, c'était ce jour où votre vie a basculé. Oui, enfin d'une certaine manière, parce que j'ai eu des moments de ma vie qui ont été des bascules plus heureux. Et d'ailleurs celui-là, j'ai du mal à vous le raconter parce que je me suis forcé pendant 10 ans à faire exactement le contraire d'une réminiscence. Je me suis guéri en oubliant ce qui m'était arrivé, ce qui est une option de deux choses l'une. Quand vous êtes victime d'un accident, qui de surcroît était un accident dû à ma propre inconséquence, j'étais complètement emboîssonné, je suis tombé d'une gouttière, c'était vraiment un accident stupide. J'avais comme urgence d'essayer de surtout ne pas m'en souvenir. Quand vous êtes victime d'un accident, soit vous vous définissez par cet accident, et vous constituez votre identité sur les malheurs qui vous sont arrivés, soit au contraire vous essayez, non pas par mépris ni par déni, mais vous essayez d'oublier les forfaits que le coup du sort vous a infligés. Alors c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais bon, oui, je suis tombé par terre, je me suis cassé en 1000 morceaux, pas en 1000, 26 fractures, ce qui est trop pour un seul homme. Et puis j'ai été très bien soigné, très bien entouré, très aimé, j'ai eu beaucoup de chance, que je ne méritais pas, dans une société normalement régie par les lois de l'éthique. J'aurais dû crever de ma propre stupidité. Et là, bien, la société est venue à mon secours, mes proches tout à fait merveilleux et affectueux, et j'ai réussi à m'en sortir sans trop de séquelles. Enfin, c'est pas pire qu'avant, si vous voulez. Et j'ai essayé de m'en tirer en me replongeant dans ce que j'aimais et ce dont je savais qu'il me procurerait tous ces bénéfices, c'est-à-dire l'action et la marche dans la nature. Et je dois dire que ça a été une rééducation très profitable. Et avant l'action, j'imagine qu'il y a eu des semaines d'hospitalisation. Dans ces moments-là, qu'est-ce qui vous a réconforté ? Par exemple, Michel Onfray, lui, qui a eu affaire à plusieurs AVC, dit que c'est la lecture des stoïciens qui l'a aidé. Vous êtes allé puiser dans quoi, dans ces moments-là ? Non, moi, je mentirais en vous disant que ce sont les livres et le plongeon dans la bibliothèque qui m'a aidé à surnager de mes malheurs. Non, c'est vraiment la tentative d'oublier et d'essayer de surtout pas faire de ces malheurs la constitution d'une identité. J'ai voulu absolument me projeter dans l'avenir, le projet, l'espoir, le rêve, en me disant que je réussirais à nouveau à réenfourcher la monture miraculeuse dont nous sommes les cavaliers quand nous naissons et qui s'appelle la vie.
Alors quand j'étais dans mon lit d'hôpital, clouté dans mon lit d'hôpital, je n'ai cessé de rêver de marches sur les chemins. Et puis un jour, quand j'ai réussi à pouvoir me lever et aller au bout du couloir, ce qui était pour moi l'Himalaya, eh bien, je suis allé jusqu'au bout de mes serments, si vous voulez, de mes serments de malade, et j'ai traversé la France à pied. J'ai été fidèle à mon rêve et à mes espoirs. En quoi cette chute a transformé votre vision du monde ou pas? J'aimerais pouvoir vous dire que je suis devenu sage, que grâce à l'accident, j'ai réussi à me calmer ou à concevoir la vie de manière beaucoup plus attentive, en étant beaucoup plus soucieux de profiter de chaque instant comme si c'était le dernier. Enfin, j'aurais pu, oui, avoir la conduite stoïcienne visant à dire qu'à toute chose malheur est bon et que du malheur on peut faire une sorte de fortification spirituelle. Mais il faut être honnête, non, je suis redevenu aussi stupide que j'étais avant de tomber et j'ai recommencé immédiatement, aussitôt guéri, à réenfourcher ce que j'aime, c'est-à-dire la vie trépidante, très active. Je dois dire en réalité que malheureusement cet accident a fait de moi celui que j'étais en pire, au lieu de me donner l'occasion de m'améliorer. Mais vous voyez, au moins je suis sincère, dur avec moi-même, mais au moins je suis honnête. Ça a fait de vous un misanthrope, plus qu'avant, moins qu'avant? Cette approche des dernières extrémités n'a pas été ce qui est le plus important dans ma vie. Enfin, en tout cas, je me refuse de le croire. C'est la raison pour laquelle la question qui vise à faire penser que c'est le moment le plus important de ma vie et le point de bascule de mon existence est peut-être juste, mais moi je me refuse de me la poser. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y avait avant cet accident et ce qu'il y a eu après. Et j'ai voulu, comme on met la poussière sous le tapis, essayer de ne pas trop m'attarder sur cette malheureuse expérience qui m'a frappé. On a l'impression que vous voulez vous extraire du monde quand vous partez comme ça dans vos aventures. Mieux vaut la tour d'ivoire que le cirque, écrivez-vous dans votre nouveau livre. C'est ce que vous ressentez? Oui, c'est-à-dire que la rétractation, le repli, le silence, à la fois intérieur et social, la disparition, comment peut-on appeler ça, l'éclipse, c'est une option pour l'existence. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, quand nous arrivons sur Terre, nous sommes immédiatement précipités, tout à fait malgré nous, dans le bas social, dans les relations humaines, enfin dans la vie, quoi, dans l'existence. C'est banal ce que je dis, sauf que ça a beau être banal, c'est quand même une expérience qui est extrêmement décoiffante. Vous êtes sommé du matin au soir de répondre à vos interlocuteurs, de prendre des décisions, de choisir la manière dont vous allez circuler dans la vie, dans la société, d'établir tout de suite un rapport avec les autres, avec vous-même, avec la vie, avec la mort, avec le temps, avec l'espace. Et alors ça peut rendre fou, ça peut rendre malheureux. Il y a des gens qui y arrivent très bien, il y a des êtres qui se sentent parfaitement inclus, pourrais-je dire, dans leur existence, comme un raisin sec dans le pudding. Puis il y en a d'autres qui ont du mal et qui sentent que l'une des solutions pour continuer à apprécier la vie dans un solfège et un tempo apaisé, choisissent de s'extraire, provisoirement, de manière éphémère, comme ils le peuvent. Et il y a beaucoup de manifestations possibles de cette extraction. On peut aller se promener dans les bois, on peut ouvrir un livre, on peut se consacrer à l'art, on peut décider de vouer de longues heures à l'amour. Ce sont toutes les merveilleuses options que vous livre l'existence, de réussir à un moment à vous constituer une fresque solitaire et personnelle. Et moi j'en ai trouvé un moyen, un motif, c'est l'alpinisme et la vie dans les bois. Et ça fait maintenant des décennies que je fais ça, de temps en temps, épisodiquement. J'ouvre une parenthèse, je me jette dedans, et puis je la referme à certains moments. Qu'est-ce qui vous pousse à repartir sans cesse et à prendre toujours plus de risques? Parce que les stacks là, que vous escaladez, c'est quand même une énorme prise de risque. C'est pas moi qui les ai pris, les risques, lors de ces voyages qui m'ont amené à grimper les piliers de la mer. J'étais accompagné d'un merveilleux camarade qui s'appelle Daniel Dulac. Et c'est cette amitié avec Daniel Dulac, cette cordée que nous formons ensemble. Je rappelle d'ailleurs que la cordée est
proposition de relation humaine inventée par l'alpinisme qui est merveilleuse, parce que vous êtes lié à la vie, à la mort avec quelqu'un par le lien symbolique de la corde, mais en même temps avec une distance de 30, de 40 ou de 50 mètres. Donc c'est à la fois une proximité vitale et en même temps une distance physique, c'est merveilleux. Or c'est lui qui prenait les risques. Nous sommes allés grimper des dizaines, une centaine même de piliers de la mer, et il passait en premier de cordée, c'est lui qui prenait tous les dangers, moi je ne faisais que le suivre. Alors vous me demandez si le risque, pourquoi est-ce que je prends le risque, pourquoi est-ce que je prends les risques? C'est vrai que je n'ai jamais considéré autrement la prise de risque que comme une sorte d'aphrodisiaque de la vie. Encore une fois, moi je n'ai pas de sagesse, donc je ne suis pas capable de m'ébobir et de me satisfaire de la fluctuation des heures et des jours sans qu'il y ait une petite prise de risque physique ni une petite consécration de moi-même à l'effort, parfois épuisant. J'aime ça parce que ça rehausse la valeur que j'accorde ensuite à l'existence. J'ai besoin de m'approcher un peu du parapet pour me rendre compte de la beauté de ce qu'il y a de l'autre côté de la barrière. Vous citez Apollinaire, hein, je chante la joie d'errer et le plaisir d'en mourir. Oui, c'est l'extraordinaire poésie, à la fois tellement douce, parfois morbide, si précieuse et en même temps tellement simple et si musicale d'Apollinaire, qui balance toujours entre cet amour de la beauté de la vie et de ses formes esthétiques, et puis qui en même temps a toujours côtoyer parfois un peu morbidement la tragédie et le danger de la vie. Ça revient à cette même idée qu'il faut absolument vivre en considérant la mort, non pas ni comme une ennemie, ni comme une absence, ni comme quelque chose de terrifiant, ni comme quelque chose qui n'arrivera jamais, mais la regarder souvent. C'est pour ça que je porte des vanités sur les doigts, que je suis entouré de vanités partout. C'est quelque chose de très banal que beaucoup d'êtres humains pratiquent. C'est le côtoiement permanent de l'idée de la mort afin d'augmenter son plaisir de vivre. Est-ce que c'est aussi un moyen de retrouver votre mère avec qui vous aviez l'habitude, comme vous nous le disiez tout à l'heure, d'escalader, de prendre des risques aussi? Non, c'est pas pour ça que je pratique l'alpinisme ou la vie dans les bois, c'est pas pour retrouver ma mère. D'abord, je sais pas très bien ce que ça veut dire, retrouver ma mère, je la retrouverai pas, elle est morte aujourd'hui, elle est vouée aux asticots, je ne la retrouverai jamais, enfin, sauf peut-être quand je serai mort, mais ça je ne sais pas, nous aurons la réponse dans quelques semaines pour les plus chanceux et dans quelques heures pour les moins chanceux. En quoi est-ce qu'elle vous a inspiré Non, elle m'a inspiré parce que alors, le docteur Marie-Claude Tesson, puisqu'elle s'appelait comme ça, elle avait fait des études de médecine, elle était rhumatologue et elle avait ensuite dirigé des journaux de médecine avec mon père. Et ma mère était une femme de tête, une forte femme de tête, et je la craignais beaucoup. J'avais un amour d'enfant, de fils pour ma mère, mais je la craignais beaucoup parce que elle, dans ma famille, c'est elle qui rassemblait toutes les expressions et les manifestations de l'autorité. C'était étonnant. Mon père était finalement beaucoup plus souple dans ses rapports à ses enfants. Et elle était une dirigeante d'entreprise, très crainte. Alors j'avais beaucoup d'admiration pour elle et beaucoup de crainte aussi. C'est peut-être ça, une relation d'une mère à son fils. Elle vous répétait, il ne tient qu'à toi, c'est ça? C'était sa devise? Oui, c'était sa devise. C'est une devise superbe, il ne tient qu'à toi. C'est une devise très belle. Alors oui, vous avez raison. Quand je suis parti dans les mers du monde et dans les océans pour grimper sur les aiguilles côtières, les aiguilles maritimes que les Anglais appellent les stacks, j'ai beaucoup pensé à la devise de ma mère. Il ne tient qu'à toi. C'est une devise superbe, qui est un peu stoïcienne d'ailleurs. Enfin, c'est la devise absolue de l'expression de la responsabilité. C'est superbe. Prends-t'en d'abord à toi-même lorsque tu trébuches. C'est ça qu'elle disait, et je dois dire que l'alpinisme qui fait de l'escalade, surtout dans des endroits, les confins dans lesquels nous allions grimper sur les stacks, je dois dire que l'alpiniste a tout intérêt à être du côté de cette devise, plutôt qu'à essayer d'attendre un secours qui ne viendra jamais, et qui viendrait hypothétiquement de semblables qui ne sont pas là. Il faut s'en tenir qu'à soi-même. Le souvenir le plus fort que vous gardez de ces escalades diverses et variées aux quatre coins du monde? J'ai le souvenir d'une escalade à l'île de Pâques avec un Rapa Nui, avec un Pasquan qui s'appelait Pétéro, qui avait 75 ans, qui travaillait au parc naturel de l'île de Pâques.
et qui nous a permis de grimper sur un de ces piliers maritimes, un de ces motus, une de ces aiguilles de roche à quelques encablures du rivage de l'île de Pâques, et qui nous a demandé de l'emmener au sommet. Il n'avait jamais escaladé, il s'est mis tout nu avec ses tatouages maoris, il était simplement habillé d'un collier de dents, et il a prié le mythe, la mythologie Rapa Nui, c'est-à-dire la mythologie de l'oiseau qui à chaque printemps revient féconder la vie sur les rivages de l'île de Pâques. Et nous avons donc là éprouvé une sorte d'alpinisme à la fois physique et mystique. Or c'est exactement ça que je cherche dans l'action, c'est les points de contact, les points de rencontre trigonométriques entre l'action physique et musculaire parfois échevelée, la philosophie, la mystique et la beauté du monde. J'aime beaucoup l'idée de ne pas rompre entre l'esprit et le muscle, entre la quête intérieure et l'expérience extérieure, entre la souffrance de la peau sur l'âpreté de la roche et l'approfondissement de la conscience. C'est ça qui me plaît et je pense que l'alpinisme est une action, une activité qui permet le mieux le mariage de l'esprit et du biceps. Et votre père, passionné de théâtre, vous a transmis quoi de son côté? Plus de choses sur la comédie humaine peut-être? Lui, il avait horreur du vide, dans les deux sens du terme, du vide physique, il avait le vertige et puis il détestait le vide humain, il n'aimait pas les individus blasés, amertumés, ça ne lui plaisait pas. Alors, lui, il aimait la vivacité de l'esprit. Il aurait détesté ces acrobaties sur les piliers de la mer. Il n'aurait pas du tout aimé ça, il ne comprenait pas, il trouvait que c'était complètement stupide, que c'était des prises de risques aberrantes, que c'était une manière de se mettre dans des dangers qui n'en valaient pas la peine. Non, ça, on ne partageait pas du tout cette dimension sportive, puis-je dire, de l'existence. En revanche, ce qui l'amusait, il était très fantaisiste, mon père. Il était anticonformiste. Il aimait l'aspect parfois anticonventionnel des êtres. Alors ça, il aurait aimé peut-être cette espèce de grande symphonie du voyage qui consiste à aller grimper sur des piliers complètement inaccessibles. Il aurait peut-être reconnu là une théâtralisation un peu baroque de la vie. Vous partez sans cesse. Est-ce que c'est aussi un moyen de ne pas vous retrouver face à vous-même, ces départs incessants? Oui. Moi, alors là, pour le coup, j'ai l'honnêteté de dire que dans le voyage, il y a une grande dimension de fuite de soi-même, bien sûr. Et après, c'est pas très grave. Je sais bien que beaucoup de voyageurs rechignent à dire ça, parce que c'est plus noble de dire qu'on part pour des raisons extrêmement sérieuses, pour découvrir le monde, pour s'intéresser à je sais pas quoi, moi, à tel ou tel aspect de la condition humaine ou de l'ordre de la Terre. Moi, j'avoue que, bien sûr, je pars pour fuir la monotonie, pour fuir l'ennui, pour certainement me fuir moi-même, parce que je ne me suffis pas, moi. Je ne me suffis pas à moi-même, parce que la contemplation de mon paysage intérieur est franchement très ennuyeuse. Et le monde est tellement un musée, tellement extraordinaire dans son efflorescence, et dans ces propositions qui ne demandent qu'à être cueillies, bien que moi je suis vraiment un homme tourné vers l'extérieur. Je vis la vie comme une moisson la plus active possible de tous les ingrédients qui me permettent ensuite d'alimenter ma petite soupière intérieure. Mais si je devais me contenter de moi-même comme principal sujet de mon existence, je peux vous assurer que je m'ennuierais. Vous avez écrit dans votre dernier livre que vos pérégrinations, c'était notamment en Bretagne, mais que vous n'étiez plus triste à propos de cette paralysie du visage, que vous avez laissé votre accident il y a plus de 10 ans maintenant. Comment s'est fait le processus? Et ça, je l'ai raconté dans un livre qui s'appelle Les Chemins Noirs, que j'ai publié en 2017 ou en 2016. J'ai accompli à la suite de cet accident une marche à travers la France et effectivement cette marche à travers la France m'a permis d'oublier mes malheurs et de me consoler de toutes les disgrâces dont m'avait affligé cette chute. Alors évidemment c'est horrible quand vous vous réveillez un matin et vous découvrez un monstre dans votre miroir et vous apercevez que c'est vous-même et que vous allez devoir vivre avec cette disgrâce et cette dissymétrie. Eh bien, je me suis dit, la seule manière pour moi de ne pas trop en souffrir, c'est d'aller m'épuiser sur les chemins, ce que je faisais avant,
Et ça m'a réussi. Donc il faut imaginer Sylvain Tesson heureux. Oui, enfin on peut, je crois que ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt d'imaginer quoi que ce soit qui me concerne, mais moi en tout cas je le suis, oui, mais j'ai jamais été malheureux, je suis pas du tout contre la mélancolie, même une forme de neurasthénie, parce que y a un bonheur à être triste, comme une mélodie, comme une sonate de Schubert sur le mode mineur peut avoir des accents de mélancolie, c'est très beau, comme l'automne est mélancolique, comme la poésie de Verlaine est mélancolique. Et comme les confessions de Rousseau sont mélancoliques, on porte avec soi une espèce de mélancolie qui provient probablement d'ailleurs de l'impossibilité de comprendre le sens de nos existences, qui sont tout de même assez absurdes, puisque nous les commençons sans être responsables de ce que nous allons vivre, et nous devons ensuite en terminer avec notre vie au moment où nous la goûtons le plus. C'est quand même mal fait. Alors c'est peut-être ça qui explique la vibration neurasthénique chez les êtres humains. Eh bien moi je la dissous dans l'effort. Je trouve que l'acide lactique qui paralyse parfois les avant-bras du grimpeur est un très bon agent chimique de dissolution de la mélancolie. Et est-ce qu'il faut aller chercher du côté de l'enfance que vous allez peut-être retrouver dans ces sensations et dans ces périples? Du côté de l'enfance, je ne sais pas. La seule chose dont je sois sûr, c'est que les voyages que je fais sont des formes de remise de dette aux rêves que j'ai pu contracter dans mon enfance. C'est-à-dire que moi, j'ai été vraiment élevé comme tous les enfants de mon époque. Je me suis rendu compte, c'était à la moitié, c'était le deuxième tiers du XXe siècle. C'est il y a longtemps quand même, je suis né en 1972, c'était encore l'époque brejnevienne en Union soviétique. Et alors les enfants de mon époque lisaient L'île au trésor de Stevenson. Alors on se prenait tous pour le petit Jim. Et puis à un moment, la vie vous rattrape et puis vous devez faire des études et puis vous abonner à la presse économique. Alors évidemment, ça vous écarte de L'île au trésor, quoi. C'est une autre manière d'essayer de trouver le trésor, en boursicotant. Et moi, j'ai essayé de rester fidèle au petit Jim de Stevenson. Et alors, c'est pour ça que j'ai fait des voyages à motocyclette, dans les bois, sur les aiguilles de la mer et dans les parois. Tout ça n'est pas sérieux, mais en même temps, tout ça est un jeu très sérieux. Parce que c'est le jeu de l'amour de la vie, de la recherche de la beauté et de la tentative d'exploration des derniers arpents du monde qui sont un peu soustraits à la grande machinerie moderne. Merci. Le jour où ma vie a basculé est un podcast de Gala. Merci de nous avoir écoutés. Je vous retrouve quant à moi très prochainement pour un nouvel épisode.